Zimbabwe a officiellement un nouveau gouvernement. Les nouveaux ministres ont prêté serment ce lundi à Harare. Manifestation contre le président Ortega au Nicaragua. Les protestataires exigent son départ et la libération des prisonniers politiques. Puis le chef de l'opposition cambodgienne a été libéré sous caution. Kem Sokha était retenu en prison depuis septembre 2017. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Au Zimbabwe, le nouveau gouvernement du président Emmerson Mnangagwa a prêté serment ce lundi matin. La cérémonie s'est déroulée à Harare. Le chef d'État a présenté, rappelons-le, vendredi dernier, une nouvelle équipe de 20 ministres auxquels il a assigné la mission essentielle de développer et moderniser l'économie en faillite du pays. Principale figure de la nouvelle équipe, l'économiste Mthuli Ncube. Il a été nommé au portefeuille stratégique des finances pour relancer l'économie zimbabwéenne. Limogeage de l'intégralité du gouvernement soudanais. Ainsi en a décidé le président Omar el-Béchir, qui a nommé un nouveau premier ministre chargé de former un gouvernement resserré. Objectif, faire face à la crise économique qui frappe le Soudan. Voici le reportage. La situation économique du Soudan est l'une des plus grandes préoccupations du président Omar el-Béchir. Sa décision de congédier l'ensemble des 31 membres du gouvernement a été approuvée par les dirigeants du parti du Congrès national au pouvoir. C'était lors d'une réunion nocturne. De 31, le portefeuille passera donc à 21 membres. Moutas Moussa Abdallah, qui était ministre de l'Irrigation dans le cabinet sortant, a été nommé Premier ministre. Bakri Hassan Saleh, ancien Premier ministre, continuera à être le premier vice-président. Le communiqué de la présidence indique que le président Omar el-Béchir va former un nouveau gouvernement qui pourra, une fois encore, apporter de l'espoir au peuple soudanais. En effet, la situation économique du Soudan ne cesse de se détériorer en dépit de la levée, en octobre 2014, des sanctions imposées depuis 20 ans par Washington. Le pays fait face à une inflation de plus de 65%. La livre soudanaise a plongé face au dollar américain et le taux des denrées alimentaires et d'autres produits a plus que doublé au cours de l'année écoulée. En août, le NCP, parti au pouvoir, a désigné Omar el-Béchir candidat à la présidentielle de 2020 pour un troisième mandat, malgré les restrictions stipulées. Les résultats du premier tour des élections législatives, régionales et municipales en Mauritanie entraînent des grincements de dents. Les partis de l'opposition dénoncent une mascarade électorale et des élections calamiteuses. Voici les détails. La proclamation des résultats l'a bien indiqué. Le parti au pouvoir en Mauritanie était largement en tête au premier tour des élections du 1er septembre, loin devant les islamistes et l'opposition radicale. Mais cette dernière a dénoncé dimanche une mascarade électorale. Sur 157 sièges de députés en jeu, dont 131 ont été pourvus au premier tour, le parti au pouvoir en a eu 67 contre 14 pour le parti islamiste, représenté dans l'Assemblée sortante avec 16 députés. Élections calamiteuses du point de vue de leur organisation, du point de vue de leur déroulement. D'abord parce que la CENI elle-même, qui avait été constituée dans des conditions que l'on sait, c'est-à-dire dans des conditions totalement unilatérales, dans l'opacité la plus complète, et dont le recrutement des membres s'est fait sur des bases les plus incroyables, claniques, tribales, ethniques, personnelles, etc., sans aucune référence à quelque compétence que ce soit. Le parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement, Tawassoul, a réalisé un score encourageant. Il a arraché cette position honorable malgré les irrégularités constatées dans l'opération de vote. Malgré tout cela, nous sommes aujourd'hui en deuxième position au plan politique et électoral.
Ce scrutin, à moins d'un an de la présidentielle de mi-2019, est un test pour l'opposition et l'UPR, dirigée par le président Mohamed Ould Abdelaziz. Malgré des craintes de report en raison du retard dans la publication des résultats, le second tour était maintenu le 15 septembre pour élire 22 députés. Le scrutin du 15 septembre doit également départager les partis dans 9 conseils régionaux et 111 communes, selon la CENI. En Somalie, une voiture piégée a explosé devant un bâtiment officiel ce lundi dans la capitale Mogadiscio. L'explosion a détruit des immeubles et fait au moins 6 morts. Voici les images. L'explosion survenue ce lundi devant un bâtiment officiel dans la capitale Mogadiscio a été provoquée par une voiture remplie d'explosifs qui visait le quartier général du district de Odan. Des immeubles ont été détruits dans cette explosion qui a fait un nombre encore indéterminé de victimes. Selon un policier, le véhicule a d'abord foncé sur un barrage avant d'exploser. Une colonne de fumée était visible au-dessus du lieu de l'explosion où des secouristes et des civils fouillaient les décombres des bâtiments effondrés, dont une mosquée. Insécurité toujours, mais cette fois-ci en Libye, où des hommes armés ont attaqué ce lundi le siège de la Compagnie nationale de pétrole à Tripoli. Selon des témoignages recueillis, l'attaque a fait plusieurs victimes. Les détails, ce sera dans cet élément. Situé près du centre de la capitale libyenne, le siège de la Compagnie nationale de pétrole a été attaqué par des hommes armés cagoulés qui, bien avant l'attaque, ont échangé des tirs avec des gardes. Selon Ahmed Ben Salem, un porte-parole de la force Al-Reda, un groupe armé qui fait office de police à Tripoli, les services de sécurité sont en train de chercher les hommes armés dans le bâtiment. Mais la priorité est d'évacuer les civils coincés à l'intérieur. Et ce, même si aucune information n'était disponible sur l'existence ou non de victimes de l'attaque. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée jusqu'ici, intervient 4 mois après celle revendiquée par le groupe État islamique contre la haute commission électorale qui avait fait 14 morts. Cette édition se poursuit, mais hors de l'Afrique, à présent, libération des prisonniers politiques au Nicaragua. C'est ce qu'ont réclamé des milliers de Nicaraguayens en manifestant ce dimanche à Managua. Aussi exige-t-il le départ du président Daniel Ortega, cible depuis avril dernier d'un mouvement de protestation. Reportage. La marche organisée à l'appel de parents de manifestants emprisonnés était encadrée par une forte présence policière. L'ancien guerriero Daniel Ortega est accusé par ses opposants d'avoir mis en place une dictature marquée par la corruption et le népotisme avec son épouse et vice-présidente Rosario Murillo. Le président nicaraguayen s'est dit prêt à discuter avec son homologue américain Donald Trump, même s'il n'exclut pas un coup militaire des États-Unis contre son pays. Le chef de l'État a toutefois accusé les États-Unis d'être derrière les manifestations de l'opposition qui secouent le Nicaragua depuis la mi-avril et de vouloir potentiellement renverser le pouvoir en place. Il faut dire que le Nicaragua est secoué depuis mi-avril par des manifestations de l'opposition qui se sont étendues à tout le pays en réaction à la répression. Au moins 300 personnes sont poursuivies par la justice pour leur participation aux manifestations contre le gouvernement, dont 85 sont accusés de terrorisme, selon le Haut Commissariat pour les droits de l'homme de l'ONU. Le régime en place au Cambodge joue à l'apaisement. Dans ce cadre, le chef de l'opposition cambodgienne Kem Sokha a été libéré, et ce sous caution de prison où il était retenu depuis septembre 2017. Les détails, ce sera dans ce reportage. Kem Sokha est en prison depuis septembre 2017. Le chef de l'opposition cambodgienne a été libéré sous caution dans la nuit de dimanche à lundi. Par ce geste, le Premier ministre Hun Sen, qui doit s'exprimer prochainement devant l'ONU, entend apaiser les tensions. Kem Sokha a été libéré sous caution pour des raisons médicales et avec de solides garanties qu'il ne se soustrairait pas à la procédure judiciaire à son encontre, d'après le tribunal qui précise que des mesures ont été mises en place pour le surveiller. Le tribunal permet à son Excellence Kem Sokha d'être libéré sous caution temporairement, mais il est toujours sous surveillance. Et quant à sa santé, mon client a une santé mentale et physique normale. Son message à travers moi
Ce n'est rien d'autre que des remerciements. Il remercie le peuple cambodgien, ses supporters, les médias locaux et internationaux. Comme Kem Sokha est libéré et qu'il est le chef du parti, nous espérons que le CNRP pourra à nouveau travailler et se réorganiser comme avant. Accusé de trahison et espionnage en lien avec Washington, dans le but d'organiser une révolution de couleur au Cambodge, le chef de l'opposition avait été arrêté en septembre 2017. Le chef de l'opposition reste inculpé et encourt 30 ans de prison. La date de son procès n'a pas encore été fixée. Les conditions posées par le président Ivan Duque pour la reprise à Cuba de pourparlers de paix sont inacceptables. C'est la conclusion de la guérilla colombienne de l'armée de libération nationale. Elle accuse le chef de l'État de mettre un terme au processus. Les détails dans ce reportage. Succédant le 7 août à Juan Manuel Santos, Ivan Duque s'était fixé un délai d'1 mois pour se prononcer sur les pourparlers avec l'ELN menés à Cuba, lesquels pourparlers avaient été suspendus sous le précédent gouvernement. Ce délai a expiré vendredi. Les négociateurs de l'ELN à La Havane ont fait savoir lundi à travers un communiqué les points d'achoppement avec le nouveau régime. En effet, son refus de reconnaître les accords passés sous la présidence de son prédécesseur et en imposant unilatéralement des conditions inadmissibles, ce gouvernement met fin au processus de dialogue visant à obtenir un accord de paix. Appel est donc lancé pour une reprise des pourparlers sans plus d'atermoiements. Le président Ivan Duque avait en fait exigé la libération de tous les otages détenus par l'ELN, estimés par les autorités au nombre de 16, en faisant une condition pour reprendre les pourparlers de paix. L'ex-président Santos avait reçu le prix Nobel de la paix après la signature de l'accord avec les FARC. À Madagascar, une bousculade a fait au moins un mort et une quarantaine de personnes blessées ce dimanche. C'était devant un stade de la capitale malgache, Antananarivo. Voici les précisions. La bousculade survenue avant un match de football très attendu entre l'équipe nationale de Madagascar et celle du Sénégal a fait au moins un mort et une quarantaine de blessés ce dimanche. Le mouvement de foule s'est produit à l'entrée du stade de Mahamassina, 2 bonnes heures avant le coup d'envoi de cette rencontre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019. Mon corps a été piétiné. J'ai très mal aux côtes. Nous étions plusieurs à terre. Nous-mêmes, nous écrasions d'autres personnes. Mais heureusement, mon neveu à côté de moi a donné des coups de pied à la foule derrière nous. S'il n'avait pas fait ça, on était morts. Il n'y avait qu'un seul guichet d'ouvert pour acheter les billets. Les gens se sont accumulés. Puis, il n'y avait que 2 accès pour entrer dans le stade. Ça ne suffit pas. Ceux qui n'avaient pas de billets ont voulu forcer l'entrée parce que le guichet n'arrivait pas à suivre le flux d'entrée. Il y a eu quand même quelques scalps. Il y a eu quand même quelques scalps qu'on a dû coudre. Il y a eu des fractures aussi. Et alors, à ce moment-là, les traumatismes au niveau abdominal, au niveau thoracique, mais aussi au niveau encéphalique. Malgré l'incident, le football a rapidement repris ses droits. Le match entre l'équipe nationale de Madagascar et celle du Sénégal s'est joué normalement et a été sanctionné par un score de 2 buts partout. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.